Bonsoir tout le monde, nous sommes à Tour et Taxi pour la deuxième semaine consécutive pour une émission spéciale. Tour et Taxi, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme la semaine dernière, nous allons vous proposer les interviews de quelques grandes personnalités que nous avons enregistrées durant la foire du livre précédente, celle de 2015. Eh bien, il y aura aussi évidemment des conseils de lecture, il y aura les choix de nos chroniqueurs. Ils vont vous les présenter, ils vont vous présenter aussi leur coup de cœur pour ces quelques derniers achats de Noël par exemple. Allez, c'est parti. Michel, le gars que tu le plantes quelque part et il prend racine avec un livre. On va planter. Alors Michel, c'est vous qui allez ouvrir le feu pour cette émission avec un auteur que vous aimez beaucoup forcément. Commence toujours par les meilleurs. Voilà, David Cara, je le montre déjà. Mais avant de parler de lui, on va parler un peu plus généralement en fait de la bonne santé du thriller français. Peut-être paradoxalement, alors que le thriller américain est un petit peu codé, un petit peu figé pour le moment, alors qu'on en parle beaucoup figé, pourtant. Ouais. Alors, il produit beaucoup, il vend beaucoup, il est très figé dans son style et surtout dans sa technique. Au final, une disparition, un meurtre, ainsi de suite, et puis on tourne les pages et ça s'arrête là. Thriller français prend beaucoup plus de risques. Par exemple, Ingrid Desjours, ici avec Les Fauves, qui vient de paraître chez Robert Laffont dans une nouvelle collection. Eh bien, pour moi, c'est un bon exemple des excellents coups de cœur et des très bonnes surprises. Donc, Thriller, elle sait écrire, elle a déjà écrit, ça, il n'y a pas de problème. Ici, elle l'ancre dans un contexte actuel qui rajoute tout, puisque c'est la relation étrange, un peu ambiguë entre une jeune femme et son garde du corps. Alors, on n'est pas du tout dans Bodyguard de Kevin Costner et Whitney Houston, puisque la jeune dame dirige une ONG dont l'objectif est d'empêcher l'embrigadement des jeunes par des djihadistes. Donc là, on est en plein dans l'actualité, et le livre est paru avant le 13 novembre. Et première scène d'ouverture, elle est avec une amie, qui est aussi une collègue. Son amie sort du restaurant et se fait abattre par des djihadistes. Suite à ça, elle a une fatwa qui lui tombe dessus. Donc sa mère décide de la protéger avec un garde du corps. Et là commence tout le jeu de Fauve entre deux personnalités très fortes, elle, son garde du corps. Et ce qui marche très bien, c'est qu'on a et le rythme du thriller et cet ancrage dans du contemporain. Et aussi, on a cette écriture d'Ingrid Desjours, qui est psychocriminologue. Elle a travaillé 5 ans en Belgique, par exemple, comme profiler sur les histoires de pédophilie. Donc, c'est très étoffé. Elle cerne parfaitement. Elle cerne super bien les personnages. Donc, on a le rythme, l'action, de grands personnages. Bref, au final, un grand roman et pas juste de la technique d'écriture. Et ça, ce sont vraiment les bonnes surprises du thriller français aujourd'hui. Et c'est ce qui vous plaît aussi chez David Cara. Donc, voici la réédition en poche de Une nuit éternelle chez 10-18. Tout à fait, parce que lui, il mixe deux autres codes. C'est-à-dire le code de l'enquête policière, plus commune au thriller, et le code du mythe vampirique. Puisqu'on est à New York, après les événements du 11 septembre, et on a deux enquêteurs, dont un qui est un vampire. Alors on se dit, comme ça va être bizarre. Mais non, ça fonctionne, parce que de nouveau, du rythme, de l'intensité, de vrais personnages bien construits, et surtout des vraies questions de fond. Ça, je pense qu'il revient sur tout ça dans l'interview, enfin j'en suis même certain, puisqu'on évoque le rapport à l'histoire, le rapport au surhomme, au mythe et ainsi de suite. Et on voit que le thriller français prend des risques et va plus loin que le simple défoulement. Et c'est ça qui est bien. Ok, David Cara, interviewé par Michel Dufresne. C'est parti, on regarde. David Cara, pas d'interview traditionnelle, désolé, mais un petit jeu, je vais vous passer la tablette et vous allez voir des photos que j'ai sélectionnées pour vous. Et allez-y, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Ça tombe très bien, je suis joueur. Essayons. La guerre de sécession et la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, évidemment, deux thèmes qui sont très présents dans ce que je traite. J'ai une vraie passion pour l'histoire, qui d'ailleurs dont on retrouve les origines dans la citation de Churchill qui inaugure le projet Bleiberg, puisque Churchill disait plus vous connaîtrez le passé, plus à même vous serez de comprendre l'avenir. Ce sont toujours des éléments fondateurs, la guerre, et c'est la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement la guerre de sécession m'avait fasciné parce que c'était vraiment une guerre fratricide qui opposait en plus des habitants d'un jeune pays, d'un très jeune pays, et qu'on a très souvent caricaturé sur ses causes, en stigmatisant le Sud par rapport à l'esclavage et le Nord qui aurait incarné le bien. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est plus une guerre de l'industrialisation contre une forme d'agriculture, alors avec l'esclavage évidemment derrière. Il ne s'agit pas de le minimiser. Et à partir de là, j'ai compris que la façon qu'on avait de nous enseigner l'histoire et les guerres était très manichéenne par rapport à la réalité. Et j'ai toujours pris un grand plaisir, même si c'est aussi une souffrance, à aller explorer les raisons profondes d'un conflit et ce qui s'y était déroulé.
Donc c'est vrai qu'à travers les vestiges de l'Aube et Une nuit éternelle, je m'occupe beaucoup de la guerre de sécession, mais aussi des attentats du 11 septembre, et parce que c'est un élément déclencheur de guerre, et la Deuxième Guerre mondiale à travers le projet Bleiberg, parce que la Deuxième Guerre mondiale a été, pour moi, l'acte fondateur de ce qu'est notre société actuellement, au sens où elle est construite sur du sable, et qu'on en paye un peu aujourd'hui le prix. Donc forcément, ces aspects-là me passionnent et je vais continuer à explorer les aspects historiques, sachant que plus on trouve d'horreurs réelles, plus on en apprend sur notre monde, mais plus aussi on a de matière. Et ce qui est terrifiant, c'est que à chaque fois, mes scénarios ont été dépassés par la réalité à partir du moment où j'ai fait mes recherches. C'est-à-dire que mes idées de base étaient terrifiantes et quand j'ai commencé à les fouiller pour les étayer par des faits, je me suis rendu compte que les faits étaient pires. L'écriture, la plume, ouais. Une nouvelle vie, une vie complètement différente de celle que j'ai pu mener avant. Une forme de liberté, parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Il y a un syndrome du démiurge, évidemment, derrière, parce que je fais subir les pires abominations à mes personnages, et parfois je le regrette un peu quand je relis. Et puis aussi une forme de rédemption par rapport à la vie que j'ai pu mener avant. J'ai longtemps été chef d'entreprise. Je travaillais dans des domaines industriels dans lesquels il n'y a pas une immense poésie, avec des gens qui étaient essentiellement fascinés par le pouvoir et l'argent. Ce sont deux choses dont j'ai finalement beaucoup souffert. Et quand j'écris aujourd'hui, j'écris pas pour moi. J'éprouve pas un besoin viscéral d'écrire, étonnamment. Par contre, je prends énormément de plaisir à écrire en sachant que mes lecteurs attendent les aventures que je peux leur proposer. Et c'est ça qui me motive. Si demain les lecteurs me demandent d'arrêter, j'arrête. J'ai aucune difficulté par rapport à ça. Hit. Ah bah, la réunion de deux monstres sacrés, on va en voir même trois au cinéma. Un lien au cinéma qui évidemment est très fort, parce que je revendique complètement le fait d'écrire des films depuis le départ. Mes angles de vue sont des angles de caméra. J'ai beaucoup de clins d'œil et d'inspiration cinématographique dans mes romans. Dans Bleiberg, il y avait beaucoup de clins d'œil à Piège de cristal. C'était très, très orienté vers L'arme fatale, enfin les grands films d'action des années 80, vraiment sous forme de clins d'œil un peu amusé. Aussi une façon de gérer l'apprentissage de l'histoire, non pas à travers un cours magistral, mais à travers un divertissement. Donc je crois énormément au pouvoir du divertissement et je crois au pouvoir du cinéma et de la littérature de la même manière pour servir cet apprentissage, ce qui me permet d'avoir aussi des lecteurs très jeunes qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale ou à la guerre de sécession grâce à mes bouquins. Les frères Karamazov, et en russe s'il vous plaît. Heureusement que j'ai le cyrillique, un peu et mal. Oui, un pseudonyme amusant, parce que c'est mon vrai pseudo depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais même étudiant, je faisais du rugby à l'époque, et pour gagner un peu d'argent, je faisais par moments de la sécurité. Et comme j'étais très maladroit, j'ai provoqué des catastrophes invraisemblables en jetant des gens à l'extérieur de bâtiments, parfois à travers une baie vitrée que je n'avais pas vue. Et sortait à l'époque le film La Cité de la Peur, où Alain Chabat incarnait Serge Karamazov, surnommé Kara, garde du corps maladroit, et mes petits camarades ont décidé de me surnommer Kara, et c'est devenu mon code de lancer en touche au rugby. Donc la première fois, j'ai pas sauté quand j'ai entendu Kara, parce que je me suis demandé pourquoi, et c'est resté mon pseudo. Et comme mon vrai nom a un rapport avec le trésor des Templiers, j'avais pas envie qu'on me le rappelle sans arrêt, parce que c'est déjà assez fréquent, et j'avais aussi une double idée, alors qui était très fantasmatique au démarrage, puis qui finalement s'avère juste. Je ne voulais pas qu'en cas de critique très négative, l'ensemble de ma famille voit son nom sali, et je ne voulais pas qu'en cas de succès, ce qui arrive à Kara arrive à David. Donc j'ai une forme de schizophrénie très Bruce Wayne Batman qui me permet de dissocier complètement ma vie privée et ma vie d'écrivain. Ce qui arrive à Kara n'arrive pas à David et vice-versa. Les camarades de la Ligue de l'Imaginaire. Je ne vais pas tous les citer, on va y passer 10 minutes, mais oui, un groupement d'auteurs assez extraordinaire, auteurs de thrillers, auteurs de science-fiction, auteurs de fantasy, un vrai regroupement à l'anglo-saxonne, quelque chose qui, moi, m'intéressait énormément. Beaucoup de rencontres avec le public, sont des gens très simples. Ces gens sont parmi les plus grands auteurs de thrillers français, parmi les plus connus, hein, si on cite Maxime Chatham ou Bernard Werber, Giacometti Raven, Franck Tillier, enfin Barbara Abel, qui est belge d'ailleurs. J'ai rencontré des gens très simples, avec qui on échange énormément. L'écriture est un métier très solitaire. Et c'est vrai que de pouvoir en discuter avec d'autres auteurs, sans jalousie, sans problématique d'ego, on réfléchit parfois sur les titres les uns des autres. On l'a fait il n'y a pas très longtemps et ce sont des moments très, très agréables. Et puis on essaie d'être très proche de nos lecteurs. On a tous cette problématique de donner un maximum. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur cette forme de rédemption. Il y a une générosité derrière
que les auteurs de la Ligue partagent. Et c'est ça qui nous cimente. Là, on a accueilli en dernier Bernard Minier, l'auteur de Glacé, Le Cercle, N'éteins pas la lumière. C'était un vrai plaisir. Et ce sont des grands moments de bonheur et d'humour. Et j'espère qu'on aura l'occasion de venir tous ensemble à Bruxelles, d'ailleurs très bientôt. Oui, mais ailleurs aussi, j'espère. Oui, on essaiera de tourner évidemment avec grand plaisir. Je vous ai pas traumatisé? Pas du tout, pas du tout. J'espère que vous en savez plus maintenant d'un point de vue psychologique. J'ai tout récupéré. Merci. Merci beaucoup. Laurent, dans un instant, vous allez nous emmener dans le monde de Marie-Ève Sténuy et notamment le monde des femmes pirates. Je suis très impatient d'écouter cette interview. En attendant, un autre livre, une autre proposition avec une autre auteure belge, elle aussi, Corinne Hooks, qu'on aime beaucoup. Voilà, qu'on aime beaucoup. Quelques romans. Hein. Ma robe n'est pas froissée, Décidément, je t'assassine, où elle revenait sur des relations souvent tendues entre mère-fille, des relations violentes, mais avec beaucoup d'humour. Et puis ici, Vallée et Nuit, ce sont les fantasmes d'une femme. La première phase, cette nuit, j'ai rêvé de mon pompiste. Quand on lit ça, on a juste envie de continuer. Pourquoi pas? Non. Il sera question effectivement donc de fantasmes avec un pompiste, avec un boucher, avec un cuisinier, un abbé, enfin toute une sorte de ménagerie d'hommes qui peuvent faire rêver. Ce qui est formidable évidemment, c'est que Corinne Hooks va très loin, sans jamais franchir le seuil de la vulgarité. C'est grivois, c'est presque gênant parfois, mais ça fait du bien parce qu'elle le fait avec toujours beaucoup d'humour. Son style, elle est là la vraie réjouissance, c'est-à-dire que chaque mot est choisi, les phrases sont ciselées et finalement, je dirais que le plaisir sexuel ici, il est surtout dans les mots et à travers les mots. C'est un plaisir textuel. Textuel, voilà. Très bien Thierry, très en forme. C'est une trentaine de portraits, une 30 ou 35, donc c'est à lire le soir avant de s'endormir, par exemple, pour être sûr de faire de très beaux rêves. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, hein, à tous les âges, à toutes les tendances. Ah, c'est quelqu'un qui écrit à l'économie, hein, vraiment, où on est vraiment dans l'os. Il n'y a pas un gramme de gras. Exactement. Alors, c'est un peu le cas aussi de Marie-Ève Sténuy. Ça paraît aux Impressions Nouvelles, voilà, juste. Ah oui, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire. Marie-Ève Sténuy qui écrit aussi des livres assez serrés, assez resserrés, mais avec quand même un côté plus historienne. Voilà, c'est-à-dire que ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle allie effectivement son passé, enfin son actualité aussi d'historienne de l'art, elle est archéologue aussi, archéologue sous-marine, et puis le talent de la romancière aussi. C'était le cas avec un roman qui est réédité d'ailleurs, qui s'appelle Les Frères Y. Magnifique. Histoire vraie, hein, histoire de frères siamois. Ouais. Alors, elle a brodé une histoire autour de ce destin tragique malgré tout. Ici, effectivement, on s'en va sur les traces des femmes pirates qui n'étaient pas si rares finalement que cela, mais toujours plus ou moins masquées, parce que forcément, leur place, semble-t-il, était plutôt à la cuisine, mais toutes n'étaient pas d'accord. Eh bien, on va regarder ça. Avec vous, Marie-Ève Sténuy, on éclate les clichés hein, dans ce monde qu'on imagine hyper masculin, de la piraterie, la boucanerie, des flibustiers. Il y avait des femmes. Oui, il y avait des femmes dans le domaine de la piraterie, comme il y en a toujours eu dans toutes les armées et sur toutes les marines du monde. Simplement, il est difficile de faire des statistiques parce que pour s'en rendre compte, il faut que ces femmes aient été démasquées, qu'elles aient été blessées ou qu'elles se soient fait prendre, puisqu'elles étaient généralement travesties, déguisées en hommes, puisque officiellement, elles n'avaient pas le droit d'être là. Est-ce qu'elles devaient développer les mêmes attributs ou les mêmes caractéristiques que les hommes? Ou est-ce qu'elles pouvaient rester femmes, même si vous l'avez dit, elles se travestissaient? Ça dépend. Ça dépend des civilisations et ça dépend de leur statut social. Par exemple, chez les Vikings et chez les Chinoises, où j'ai deux exemples de pirates qui ont travaillé par là, elles agissent en tant que femmes, du moins aux yeux de leur équipage. Parce que à la fois chez les Vikings et chez les Chinois, il n'y a pas de problème à l'association femmes-bateaux. Alors que chez nous, dans nos civilisations occidentales, jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, les femmes à bord, c'était toujours quelque chose d'un petit peu tabou. Donc elles étaient là comme simples marins, déguisés, incognito. Par contre, il y a deux exemples, et peut-être plus qui nous ont échappé, mais Lady Killigrew, qui est une Anglaise qui agissait au XVIe siècle, et Jeanne de Belleville, qui est une Bretonne du XIVe siècle, elles ont exercé leur activité
en tant que femmes, mais toutes les deux étaient des femmes de haut rang. Alors il y a de multiples origines, justement, elles ne sont pas toutes issues d'une bourgeoisie, d'une aristocratie. Il y a aussi la misère qui pousse ces femmes à s'engager, enfin en tout cas, oui, à s'engager dans la marine, dans la piraterie. C'est le facteur principal, et pas uniquement pour les femmes, pour les hommes aussi, mais en particulier pour les femmes, et les femmes qui n'avaient pas d'éducation, pas de fortune personnelle, dont extrêmement peu d'horizons. Donc la seule façon d'avoir une vie un petit peu variée ou de prendre en main son destin, en cas de famine ou dans des périodes de guerre, des périodes difficiles, c'était effectivement de s'engager. Alors il y a l'exemple, peut-être un exemple un peu plus connu, de Anne Bonny et Mary Read, qui vont se rencontrer toutes les deux officient dans ce monde de la piraterie, mais pour des raisons différentes. Et pourtant, elles vont se rencontrer. Elles ont des profils complètement différents. Et ce sont aussi les deux femmes les plus célèbres de la piraterie. Ça a donné lieu à des romans, à des chansons, à des bandes dessinées, à des légendes. Et l'une, Anne Bonny, est irlandaise et elle est une fille de bonne famille. C'est la fille d'un clerc qui a émigré en Caroline du Sud pour devenir planteur, qui a très bien réussi. Donc, c'est une enfant qui a été entourée d'affection et qui n'a eu aucun problème financier dans son existence. Elle était simplement dotée d'un épouvantable caractère qui a fait qu'elle a quitté la maison pour épouser un vaurien qu'elle a très vite abandonné quand elle a rencontré le célèbre capitaine pirate John Rackham. Et ça, c'était Anne Bonny. Mary Read, par contre, déjà, elle est anglaise et elle vient de la rue. Elle n'a pas connu son père, sa mère était un petit peu escroc sur les bords. Elle a dû travailler depuis son enfance et elle a passé à peu près toute son existence habillée un homme. Dès l'enfance, sa mère l'a fait passer pour un garçon. Quand elle a dû travailler, elle n'a pas décidé d'être gouvernante, mais plutôt d'être valet. Donc elle a toujours gardé ce côté masculin. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes archéologue, Marie-Ève Sténuy. Il y a aussi un autre bouquin qui s'appelle Les Frères Y, qui est l'histoire de frères siamois qui naissent à la fin du 19e siècle en Italie, qui vont passer 20 ans dans les foires à s'exhiber. C'est archéologie et c'est aussi l'archéologie des âmes à travers ces femmes pirates que vous nous présentez, à travers ces frères siamois par définition différents. C'est une archéologie de l'humanité que vous nous présentez. Mais disons que j'aime bien les personnages qui ont eu des destins particuliers, qui ont eu peut-être un handicap au départ, mais qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie. C'est le cas des femmes pirates, c'est le cas des frères Tocci, qui sont les héros des Frères Y, qui lui est un roman. Mais c'est un roman qui est inspiré de personnages ayant réellement existé. Et dans la réédition, on voit la vraie histoire des Frères Tocci. C'est le texte original, plus un addendum illustré qui explique vraiment quelle est la réalité par rapport à la fiction. À travers toutes les œuvres que vous écrivez, c'est méfiez-vous des apparences que vous nous dites. Oui, dans les deux cas, on peut le dire. Merci Marie-Ève Sténuy. Je vous en prie. Je vais vous parler maintenant d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est François Bouck. François Bouck qui est un auteur multifacette. Il a travaillé avec pas mal de personnes, notamment de grands scénaristes. On peut parler de Jodorowsky par exemple sur Bouncer. On peut parler aussi de Jérôme Charine, grand écrivain new-yorkais avec qui il a orchestré notamment Little Tulip il y a un an. Je vous en parlais dans une de nos précédentes émissions. Et puis parmi ces derniers titres, eh bien, il y a le procès Carlton. Ce sont les dessins du fameux procès DSK qui a eu lieu à Lille. Il faut dire que François Bouck est lillois. Et puis la reprise de Super Dupont, un super héros à la française et assez comique avec Gottlieb au scénario. Voilà, ça, ce sont les deux derniers titres, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes, comme vous allez le découvrir maintenant dans cette belle interview. Pour moi, le dessin, c'est une manière de s'interroger sur le monde. Quand on est enfant, on commence à aborder le monde en le dessinant. Avant même de l'écrire, avant toute chose, on va confronter ce qu'on nous dit du monde en vérifiant ce qu'on nous dit en le dessinant. Et donc après, bien sûr, la plupart des gens arrêtent de dessiner, mais les dessinateurs, eux, continuent. Alors pourquoi ils continuent? Parce que justement, cette soif d'apprendre le monde en le vérifiant par soi-même et en utilisant le dessin pour pouvoir le vérifier,
c'est quelque chose qui devient inextinguible. Et donc, bien sûr, le monde est bien sûr multiple. C'est exactement ça que vous avez fait quand vous êtes allé dessiner pour Le Monde, le journal Le Monde, au procès de l'affaire du Carlton à Lille? C'est vérifié par le dessin la réalité. La réalité de... ça, c'est passionnant parce qu'on a des types qui sont dans un procès. Donc on les met face à un juge et ils doivent revisiter toute la vie qu'ils ont passée il y a quelques années. Ils doivent le revisiter, mais en l'interprétant selon le droit. Et donc les gars qui s'amusaient dans le libertinage, d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils sont pris sur le fait et que du point de vue du droit, ils étaient en train de faire du proxénétisme. Et d'un seul coup, ils relisent, ils sont obligés de relire tout ce qu'ils ont vécu en fonction d'un truc qui n'était pas du tout l'objectif qu'ils avaient au moment où ça s'est opéré. Et donc ça déjà, c'est passionnant à voir. Voir comment quelqu'un, à partir du moment où il est devant un juge, il devient comme un petit gamin, et presque comme ça, en protégeant les parties génitales. Devant le juge, ils sont comme ça. C'est incroyable quoi, de voir un responsable du FMI dans cette posture-là. Donc, ça fait partie des choses qui sont passionnantes à dessiner. Et puis à dessiner sur le vif. C'est-à-dire que les personnes qui sont là sont à la fois tragiquement dans une situation, mais en même temps aussi témoignent d'une vie. Parce qu'en fait, le réel, c'est un point de vue. C'est un point de vue qui est un point de vue confortable pour tout le monde. Hein. On essaye de se dire qu'on est dans le même réel tous. En fait, on est dans un réel qui est tout à fait approximatif, mais on essaye de se donner un certain nombre de coordonnées pour qu'on puisse vivre un réel en commun. C'est ce qu'on appelle le réel habituel, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a le réel qui est tout aussi réel, mais qui échappe à ce réel-là, à la partie commune. Et ce réel qui échappe à la partie commune, c'est ce qu'on pourrait appeler la fantaisie, l'irrationnel, etc., qui s'immisce constamment dans la vie de tout le monde, mais qu'on rejette parce que justement, on met ça de côté, on se dit ça sera plutôt quand je rêverai. Quand je rêverai, j'aborderai cette partie-là, mais tout seul dans mon lit. Mais quand on est tous ensemble, on met ça de côté de façon à pouvoir continuer à vivre un semblant de vie réelle. En fait, la vie réelle, c'est un problème relationnel. C'est la relation qui crée le réel. Et donc, la confrontation avec la violence, la cruauté, toutes ces choses qu'on essaye d'évacuer, elles sont à la fois nécessaires à l'histoire et elles sont nécessaires au lecteur parce que le lecteur a besoin d'être confronté à sa propre cruauté. Parce que s'il la voit dans une histoire, c'est qu'en fait, il la reconnaît. Il reconnaît sa propre cruauté. Potentiellement, il aurait pu faire la même chose. Mais un certain nombre de lois morales qu'il a en lui s'opposent à ça. Et donc ça, c'est sa voix héroïque qui par l'intermédiaire du héros, va évacuer les problèmes de violence, les problèmes, pour essayer de rétablir une harmonie. Hein. Donc, pour moi, c'est fondamental qu'il y ait ces notions-là. Alors, bien sûr, après, on peut les jauger à des échelles différentes. On peut avoir énormément de cruauté, beaucoup moins, mais la vie, elle est violente, la vie, elle est cruelle, à plein d'égards. Mais merci. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais... on va rester là. On peut continuer à parler, on arrête les caméras et on parle. C'est ce qu'on fait d'habitude en festival autour d'un verre. Hein. Alors Gurian, dans un instant, on va faire connaissance avec ce monsieur dont vous m'avez donné 2 livres, mais on ne va pas encore dire son nom. Non, regardons le suspense. En attendant, vous avez une proposition de lecture pour nos spectateurs? Mais oui, Ambroise Paré, Des monstres et prodiges. Ambroise Paré, c'était un médecin français du XVIe siècle et c'est aussi le père de la chirurgie moderne. C'est lui qui a notamment inventé cette technique du ligaturage des vaisseaux. Vous savez, quand vous coupez un membre, une jambe ou un bras lors des gros combats, eh bien, à l'époque, on utilisait de l'huile bouillante ou un métal chauffé à blanc pour vous cautériser la plaie. Lui, il a imaginé cette technique de ligaturer, donc de coudre les vaisseaux qui étaient tranchés, et ça permettait de faire beaucoup moins mal, et c'est une technique qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais si je vous en parle, c'est pour ce livre qui est donc réédité. Qui n'est pas un livre de médecine. Qui n'est pas un livre de médecine, Des monstres et prodiges. C'est un catalogue de tous les monstres
causé par la nature. À l'époque, on imaginait que c'était causé par Dieu, bien entendu. Il y a des hermaphrodites, il y a des frères siamois, des monstres fabuleux. Et Ambroise Paré, qui est déjà un peu scientifique, il est encore dans un monde où la religion est partout et la raison nulle part. Et il essaye de comprendre comment ces monstres apparaissent. Alors bien sûr, il pense que c'est Dieu qui les provoque. C'est souvent un signe de catastrophe. Hein. Quand un monstre naît dans une étable ou dans une famille, c'est qu'une catastrophe historique va se produire. Mais il essaye quand même déjà de comprendre les mécanismes. Et il va notamment trouver des systèmes. Il va imaginer que c'est l'accumulation de semences dans la matrice qui va provoquer ces naissances avec 4 jambes, 3 bras, 2 têtes, ou le manque de semences pour ceux qui auraient moins de membres. Donc c'est très touchant parce que c'est un balbutiement scientifique qui apparaît. On est encore dans l'ancien monde, mais on commence déjà à être dans le nouveau monde de la médecine. Et donc c'est très touchant. En plus, c'est abondamment illustré par des dessins d'époque. Il y a un catalogue de monstres incroyables, des sirènes, des animaux étonnants comme le caméléon qu'on ne comprenait pas à l'époque. Donc c'est vraiment, vraiment très touchant à lire aujourd'hui. Très bien. Alors, évidemment, vous n'avez pas pris ce livre par hasard. Ah bah non. Je vous connais, Gorian. Si vous l'avez pris, c'est parce que vous vouliez qu'on puisse parler de Tim Willox, dont j'ai ici 2 livres entre les mains. J'ai La religion et les 12 enfants de Paris. Ouais. Et ce n'est pas par hasard que vous avez choisi ces 2 livres en lien avec Ambroise Paré. Mais non, parce que déjà, Tim Willox, c'est un auteur britannique qui est né en 1957. Il est médecin, entre de multiples autres casquettes, comme Ambroise Paré. Et puis, ses aventures principales, celles de Matthias Tannhäuser, dans ces 2 livres, se déroulent au XVIe siècle, notamment lors du siège de Malte et puis lors de la nuit de la Saint-Barthélemy à Paris. Donc on est dans la même époque. Point commun, même caractère, même personnage, et puis même violence, puisque ce sont des livres assez violents. Vous allez voir le livre de Tim Willox, il y a beaucoup de membres tranchés, donc on peut imaginer qu'Ambroise Paré aurait pu évoluer dans les mêmes scènes que Matthias Tannhäuser pour aider et soigner les rescapés. Et puis, écoutez-le, parce qu'on l'a fait en anglais, cette interview, mais j'étais super content, parce que figurez-vous que c'est une des rares fois dans ma carrière où je rencontre un auteur qui a les cheveux aussi longs que les miens. Et ça, c'est un vrai plaisir. Allez, on regarde ça. On regarde ça. Tim Willox, I really don't know how to introduce you because you have so many faces. You are a writer, you wrote for the cinema, you are a doctor, you are a psychiatrist, you are a surgeon, and you are a specialist of martial arts. Which Tim Willox I got in front of me now? I guess it's the kind of the dregs of all those things. Like at my age, it's what's left in the crucible. It's melted down. How do you explain that you have so many faces? It's not usual. I don't know, really. I just always followed the things that excited me in life, often to my cost. But I always wanted to seize life by the throat and live as a passionate life. And it's led me in these different directions. But you're well known in France, in Belgium, for those 2 wonderful books, The Religion and The 12 Children of Paris. How did you decide to anchor your story in history? Well, I mean, I'm very fascinated by history. I love reading history. And in many ways, there's more freedom writing a historical novel to explore extremes of drama, of human emotion and situations. You know, our contemporary world is very safe, it's very calm, it's very peaceful, at least in the West, not elsewhere. So history gives an opportunity for a more epic canvas and, more, Shakespearean to tell stories. Themes, yeah. More colour, more vision. So that's what attracted me to the historical settings. And why the 16th century? Well, it's a particularly turbulent moment in time in European history, both politically and militarily, but also in terms of the ideas, artistically, philosophically, scientifically. It was a tremendous, a very explosive time. I mean, the Renaissance, so to speak. And in many ways, European history politics became more constricted subsequent to that, as the state, in whichever nation, became more and more organised, more powerful, more in control. So the 16th century is almost like a Wild West era in a sense. You know, it's before the state really begins to take control, and it's about that battle.
it's about the unification of various states. And so those are a lot of themes that interest me. Violence is everywhere in your books, in those two books. Am I wrong if I say that you are a mix between Alexandre Dumas and Quentin Tarantino? That's not unfair. I'd prefer Sam Peckinpah or Sergio Leone. Ah, yeah, but you like writing violent scenes and bloodshed and swords I do. I'm kind of conflicted about that in a way. I'm slightly embarrassed by it in some ways because, you know, violence is a terrible thing. There's no question about that. It's devastating, and even relatively minor violence. You know, getting hit in the face is a horrible, really horrible thing. It stays with you. It doesn't really go away. And I've seen violence working as a doctor in the casualty departments and so forth. So violence is a horrible thing. But there's this incredible, for me, and I'm not alone, obviously, incredible allure of there's an incredible attraction in the idea of violence, the spectacle of violence. And it's a very complex subject, of course, but I think in the end it relates to the fact that we're still relatively primitive creatures, despite all our technology. The technological changes in our life, the evolution of civilizations, is very, very recent. The necessity to be violent to survive is still within us, I think. There's a sense of personal power. If you are a violent person, you are a powerful person. Now, politically and morally, I cringe. I think that's a terrible idea. Yet there's some truth in that idea, in that reality for us as human beings. And I think we haven't lost that impulse because it plays itself out on these huge geopolitical levels. So it's a great problem, again, a paradox in the human nature, I think, that we're capable of such imagination, such genius. But we're also incredibly addicted on some level to the power of violence. That's the ultimate mark of a man, is how violent can you be. Thank you very much. It's the end of the show. Thank you. It was a pleasure. Thank you very much. Pleasure for me too. Thank you very much. Alors on arrive tout doucement au terme de cette émission. Il y aura des cadeaux pour vous, spectateurs, dans un instant, et pas mal en plus, parce que c'est bientôt Noël et qu'on a envie de vous en faire. On va vous proposer aussi quelques petites choses à mettre au pied du sapin, Myriam. Moi, je commencerai peut-être par ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce travail de ce photographe Sacha Goldberger, qui a photographié sa grand-mère. Alors, ça s'appelle Mamika, de best, parce que c'est vraiment le best-of. Hein. Il y a quand même déjà un certain nombre d'années qu'il est au travail avec sa grand-mère. Et il lui a fait faire des photos, mais dans les positions parfois les plus scabreuses et les plus folles. Il y a plein de pétillance, il y a plein d'originalité, il y a plein d'audace aussi dans ces photos. Et on se rend compte que cette Mamika, elle n'a pas froid aux yeux et elle a joué le jeu. Elle s'est prêtée à toutes les facéties de son petit-fils de photographe, avec parfois Dark Vador, avec parfois des tenues de Superman, de super-héroïne. Et on a quand même l'impression, en regardant ça, que ça a dû la maintenir en vie plus qu'autre chose. Hein, elle n'est plus de ce monde. Je pense qu'elle n'est plus de ce monde, non, effectivement, si je me souviens bien, elle est décédée il y a peu. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux comme ode à ce que peut être la vieillesse et au regard qu'on peut avoir artistique aussi sur la vieillesse. Dans le même ordre d'idée, avant que je vous passe la parole, Myriam, il y a ce livre qui est juste à l'inverse. C'est une bande dessinée d'une des auteurs du New Yorker, Rose Chast. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? C'est ce que disent ses parents, qui doivent être placés en maison de retraite. Et donc,
durant tout le livre, elle et ses parents vont s'opposer sur la question de l'incapacité à se prendre en charge encore, de la vieillesse, de l'âge, tous des mots qu'on ne dit pas. Hein, même la maison de retraite, c'est 7 endroits. Ce n'est pas la maison de retraite, c'est 7 endroits. Et bien sûr de la mort, qui peut être absolument pas abordée dans les conversations. C'est de l'autobiographie, mais vraiment avec une intelligence comme peuvent le faire parfois certains auteurs américains. C'est chez Gallimard. Voilà. Alors à vous. Alors moi, je suis venue avec mon livre préféré de cette année. Waouh! Qui est peut-être même bien mon livre préféré de ces 5 dernières années. Et vous avez entendu tout ce temps avant de l'amener? Oui, j'attendais de le dégainer sous le sapin. La fleur du capital de Jean-Noël Orengo. Une brique de 800 pages, un premier roman, un truc qui vient de gagner le prix de Flore, qui est le prix parisien le plus branché, le plus sulfureux. Et c'est vrai que c'est un roman assez branché et assez sulfureux, mais c'est surtout de la très haute littérature sur un sujet relativement étrange, la prostitution à Pattaya, en Thaïlande, qui est le plus grand bordel à ciel ouvert du monde. Et c'est écrit comme une pièce de théâtre sous acide, comme ça. En tout cas, l'auteur, à mon avis, a dû user et abuser de substances hallucinogènes. C'est pas drôle du tout, c'est pas excitant du tout, c'est souvent sordide. Même s'il y a une histoire d'amour relativement romantique quelque part dans le livre, c'est surtout un livre sur la mort du rêve européen et comment certaines personnes vont chercher du rêve ailleurs, du rêve européen et du rêve occidental, quoi, et qui déplace vraiment la focale, qui montre que le centre névralgique du monde, c'est plus ces mégalopoles occidentales, américaines, européennes, mais c'est peut-être bien Pattaya, la capitale mondiale du cul en Thaïlande. Attention, c'est pas pour tous les lecteurs, hein, cœur sensible s'abstenir, oreilles et yeux chastes s'abstenir surtout. Mais si on a l'esprit aventureux et qu'on aime les découvertes littéraires très étranges et très interpellantes, c'est vraiment le livre de l'année. Wow. La fleur du capital, Jean-Noël Orengo, auteur à suivre. Il tient du génie, à mon avis, ce garçon. Je pense qu'il va y en avoir sous les sapins, la manière dont vous en avez parlé. Alors, dans un tout autre genre que ce que je vous ai montré tout à l'heure, un autre beau livre qui est vraiment étonnant, c'est Michel Pastoureau et Dominique Simonet qui nous racontent les couleurs. Ce sont les couleurs expliquées. Alors, à travers quoi? Eh bien, à travers toute une série d'œuvres, que ce soit les œuvres des peintres, que ce soit les œuvres des sculpteurs, que ce soit du ballet, que ce soit du cinéma, que ce soit l'histoire, puisqu'à la fois il y a de la photographie ou des illustrations, mais il y a aussi du texte, bien entendu. On passe en revue la manière dont les couleurs se sont imposées avec tous leurs codes. Pourquoi est-ce que le noir, le rouge, le bleu, aujourd'hui, charrient toute une série de choses dans notre imaginaire? Toutes les réponses sont là-dedans. C'est une autre manière d'approcher le monde de la couleur qui est vraiment passionnante, c'est au Seuil. Voilà. Et puis, vous avez encore une proposition. Oui, L'intérêt de l'enfant de Ian McEwan. Ian McEwan, c'est un grand auteur anglais. Est-ce qu'on le présente encore? Atonement, sur la plage du Chesnil. J'ai jamais réussi à prononcer ça. On dit Chesnil? Ou on va dire comme ça. Oui, voilà. L'enfant volé. Enfin, bref, on le connaît. Qui sort une sorte de longue nouvelle, comme ça. C'est très court, mais ça parle de plein de choses. L'intérêt de l'enfant. On arrive dans la vie de Fiona, qui a 59 ans et qui est juge. Et Fiona qui se fait tromper par son mari. Son mari qui ne veut pas la quitter, mais qui veut simplement aller vivre sa sexualité yop-la-boum de type vieillissant ailleurs, qui lui dit, c'est pas de la tromperie parce que je te l'ai dit. Non, 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 il a une petite assistante, comme ça, une petite jeunette avec qui il a envie de faire ça. Donc on arrive dans la vie de Fiona à ce moment-là. On arrive rarement à parler bien des vies des femmes d'un certain âge. Qui ne sont pas déclassées en fait. Les femmes de 59 ans, ce sont encore des vraies femmes, quoi, avec encore pas mal de choses à vivre dans la vie. Je trouve ça déjà intéressant d'avoir choisi ça comme prisme pour raconter cette histoire d'infidélité, d'amour, etc. Et donc forcément, comme l'ambiance est irrespirable à la maison, elle se lance à corps perdu dans une affaire judiciaire, c'est-à-dire qu'un jeune garçon de 17 ans qui a la leucémie et qui est témoin de Jéhovah refuse de se faire transfuser et ses parents refusent aussi. L'hôpital porte plainte et c'est à Fiona de décider si oui ou non il faut l'obliger à recevoir du sang qui est contre ses convictions. Il va se passer un truc entre eux assez étrange, relativement transgressif, assez délicieux aussi. C'est un livre qui a été considéré par pas mal de journalistes comme dérangeant. Moi, je le trouve pas du tout dérangeant, je le trouve au contraire très beau, mais c'est vrai qu'il se passe des choses qu'on ne lit pas partout ailleurs. C'est un excellent roman, très élégant, comme toujours, avec Ian McEwan, L'intérêt de l'enfant. Ok. J'ai adoré. Magnifique. Ouais. Allez, un petit dernier? Vous en avez plus un? Non, j'en ai plus, moi. Allez, moi j'en ai encore un. C'est la bande dessinée la plus improbable de cette fin d'année, qui a d'ailleurs eu un succès immédiat. Je crois qu'on est au 4e tirage. Alors c'est une toute petite maison, donc chaque tirage fait peut-être quelques milliers d'exemplaires. Ça s'appelle Zai 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 Zai, et c'est un auteur, Fab Caro, que j'adore personnellement, notamment scénariste de CX Passion Diesel, qui est une des séries les plus drôles chez Fluide Glacial. Et le pitch de l'histoire suffit à résumer l'esprit de cette histoire. Au début de l'histoire, eh bien, nous avons un jeune homme qui fait ses courses dans un supermarché et au moment d'arriver à la caisse, on lui demande sa carte de fidélité du supermarché, il ne l'a pas et il devient l'ennemi public numéro 1.
on est dans un monde où le fait de ne pas pouvoir présenter sa carte de fidélité fait de vous quelqu'un qu'on montre du doigt. Il va devoir s'enfuir et c'est toute sa cavale qu'on va suivre. C'est complètement absurde. C'est les Monty Python's version française. Moi, j'ai adoré. Il y a plein de dialogues extraordinaires et il y a un traitement du dessin à l'économie avec parfois même les 6 cases identiques sur la page où juste les dialogues provoquent le rire et le sourire, mais on rit souvent jaune. Hein. Ça fait un peu Bastien Vives, non oui, alors, graphiquement. Au niveau graphique, il y a une petite influence de Bastien Vives, mais clairement, l'idée, c'est vraiment pas de nous montrer qu'il sait dessiner, c'est de raconter à travers le dessin. Le dessin est très narratif et là, vraiment, pour être le véhicule des dialogues qui sont totalement absurdes. C'est chez 6 pieds sous terre, pas toujours facile à trouver, mais franchement, vous n'allez pas être déçus. Allez, je vous le prête. Gentil, vous le prête. Oh non. Ah non, parce que je dois encore le relire au moins 6 fois. Puis pour vous, il y a des cadeaux. Alors en voilà déjà. Par exemple, il y a de l'audio-livre, hein, notamment le dernier Delphine de Vigan. Mais il y a aussi des 10-18, donc des poches. Et donc parmi ceux-ci, il y a David Cara, dont nous avons parlé au début de l'émission avec Michel. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous remercie d'être toujours aussi fidèles à notre émission. On adore être avec vous. Et puis on vous donne rendez-vous dès à présent au mois de janvier pour de nouvelles aventures. D'ici là, excellente lecture et jolis cadeaux en littérature à tous.